Je suis le chef traditionnel ou initié de la forêt. Je suis un Pangos Unumungi. Je vous parle à main levée, je parle sous serment. Moi qui vous parle, je n'ai pas reçu plus de 100 000 francs comme remboursement des frais de mon travail. Je vous parle en tant que haut initié de la forêt qui parle sous serment. Je ne connais pas un seul chef qui a reçu ce genre de somme mirobolante. Je vous dis, je parle la main levée. Et si je disais un seul mensonge par rapport à ce que je dis, je ne traverserai pas la route lorsque je sortirai d'ici. Je me ferai écraser par une voiture. Vous êtes en train de voir les partis politiques. Les partis politiques joueront les seconds rôles dans cette affaire. C'est le peuple qui est devant et les partis politiques suivent. Le peuple, c'est vous. Oui, vous n'avez le peuple, c'est vous. Votre peuple, c'est la... Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Hein. Si ça vous gratte, vous attendez. Si vous avez des démangeaisons, vous attendez, vous allez gratter après. Vous allez gratter vos démangeaisons. Alors, je disais donc qu'il fasse très attention, que M. Atanga fasse très attention. Il ne faut pas qu'il soit celui par qui ce pays va s'embraser. Si les chefs traditionnels se retrouvent et que l'État veuille mettre un minimum de facilitation pour ces chefs traditionnels, pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix que les uns et les autres trouvent qu'ils ont vendu leurs responsabilités pour des sommes d'argent? Donc c'est l'État qui a mis les 100 000 francs à votre disposition? Oui, c'est l'État qui nous a permis de pouvoir déplacer certains chefs. C'est-à-dire que c'était les remboursements par rapport au déplacement des uns et des autres, ce qui ne vaut même pas ce qui a été déplacé. Non, ce ne sont pas encore les candidats à la présidentielle qui s'affrontent sur les idées. Il paraît que ça viendra plus tard. Pour l'instant, un duel bien plus mystique se joue, un duel silencieux dans l'ombre des cathédrales et des cases royales, Dieu contre les ancêtres. D'un côté, les évêques, ces sentinelles de juste, veilleurs dans la nuit d'un royaume à genoux, leur parole est tranchante comme l'épée de l'archange. L'injustice est un poison, le pays étouffe. Leur voix s'élève au-dessus du tumulte et trace dans l'air des éclairs de vérité. Ils parlent au nom du peuple, ce peuple qui a soif dans un pays où le champagne coule à flot. Face à eux, les chefs traditionnels couronnés de perles et d'or, héritiers des lignées ancestrales, ils ont sorti les gris-gris. Devant les caméras, ils chantent les louanges du président, bénissent son règne, invoquent les ancêtres pour qu'ils restent encore au pouvoir. Autrefois guides des âmes, aujourd'hui gardiens du silence, ils élèvent leur voix non pour questionner, mais pour bénir, et leur bénédiction a un goût de résignation. Et on a même suivi un chef traditionnel, Sa Majesté Mvondo, qui a révélé, contrairement à l'effet de battre en brèche l'opinion selon laquelle chaque chef traditionnel aurait reçu 7 millions, qui a avoué, la main sur le cœur, en levant la main au ciel, en demandant à Dieu de le punir, qu'il fasse un accident lorsqu'il sortira de l'antenne et qu'il en meurt, qui a dit que l'État a donné 100 000 à chaque chef traditionnel. Vous ne pouvez pas utiliser les moyens de l'État, vous ne pouvez pas utiliser les organes de l'État, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil de l'État pour assurer le soutien à un candidat au détriment des autres. C'est pour ça, c'est justement la raison pour laquelle on dit que ces chefs ont été manipulés. Et je dis bien que Sa Majesté, le chef de Bamongum, l'a clairement reconnu. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu cette capture d'écran qui circulait? Je suis surpris que justement nos chefs traditionnels aient cette attitude-là. Mais c'est légitime parce qu'en fait ce sont des humains. Sur un tout autre plan, je voudrais comprendre et suivre la logique des chefs traditionnels aujourd'hui, parce qu'en fait les chefs traditionnels n'agissent pas comme cela parce que forcément ils sont, comment dire, ils prennent leurs responsabilités. Non, ils ne prennent pas leurs responsabilités, ils vivent dans la peur. Je vais vous dire quelque chose, peut-être le chef ici, c'est pas peut-être son cas, ou il voudra dire autre chose après. Ils ont peur de quoi? Les chefs traditionnels vivent dans la peur permanente. On peut vous retirer votre homologation à tout moment. C'est-à-dire que le préfet peut dire, bon, je vous retire mon homologation, parce que vous savez, le modificatif du décret de 77, il précise effectivement que les contentieux liés aux chefferies ne sont pas portables devant les juridictions. Et donc, c'est-à-dire si un chef ne joue pas le jeu, oui, on le destitue. Oui, on peut le destituer.
Aussi simple que ça. Le destituer, c'est lui retirer son homologation et puis placer un autre à la place et on continue. Vous voyez? Je suis en train de vous montrer le dévoiement du caractère traditionnel de la chefferie. C'est-à-dire que la chefferie n'est plus vraiment traditionnelle. Elle est traditionnelle d'apparence. Elle est, comment dire, politique aujourd'hui, sont des chefferies politiques pour la plupart. Ça, c'est de deux. De trois, c'est cette peur que vous voyez. Il y a des chefs qui ont été commis pour être en fait des chefs des autres chefs ou alors tout simplement des manipulateurs et des tracteurs des autres chefs. Les évêques ont parlé et leurs paroles grondent comme un orage au-dessus du fleuve. Le Cameroun souffre, enchaîné à un pouvoir fossilisé, incapable de répondre aux attentes d'un peuple assoiffé de justice. Dans les églises, les homélies résonnent comme des avertissements. L'oppression est une faute, l'injustice une malédiction. À Douala, Monseigneur Samuel Cléda fait office de prophète. L'archevêque n'a pas hésité à déverser son eau bénite sur le régime, provoquant une agitation démoniaque au sommet de l'État. Sa voix est de celle qui trouble les puissants. Il ne craint pas Pharaon. Il lui dit la vérité en face. Les évêques sont devenus les Moïse de notre époque, exigeant du Pharaon qu'il libère son peuple. Ces hommes de Dieu ne sont pas naïfs. Ils savent que chaque mot prononcé contre le régime est une braise jetée sur une plaine desséchée. Mais ils parlent quand même, car le silence serait une trahison. Alors, il lance l'appel comme Moïse face à Ramsès. Libère mon peuple. Mais dans son palais, Pharaon ne bouge pas. Il ne lève même pas la tête. Il a entendu ces avertissements 1000 fois dans sa vie. Le chef traditionnel est d'abord un éclaireur. C'est le lien entre son peuple et tous ceux qui sont partis, nos ancêtres. Parce qu'en fait, il est la continuité de ceux-là qui n'existent plus aujourd'hui. À ce titre, il est tenu de sécuriser le territoire dont il a la charge. Il est tenu de veiller au bien-être de la population qu'il encadre, à la paix, à son harmonie, vous l'avez dit tout à l'heure, et surtout, veiller à nos us et coutumes, à travers les messages divins qui nous viennent. Et ici, il faut le dire, tous les messages que nous avons en tant qu'autorité traditionnelle nous disent, attention, il faut retourner l'ascenseur avec la fidélité nécessaire à celui en qui nous devons cette marque de reconnaissance pour tous les bienfaits qu'il a eu à faire au niveau de la chefferie traditionnelle, au niveau de notre tradition, au niveau de nos us et coutumes. Voilà les éléments en réalité qui ont amené l'autorité traditionnelle à travers son conseil, dans un élan associatif, de prendre une position au sein de mouvement associatif qui éclaire la lanterne des uns et des autres sur ce que nous pensons, ce que nous voyons et ce que nous confirmons au vu de tout ce que nous avons comme désordre autour de nous. Nous sommes dit, c'est le moment plus que jamais d'avoir à notre tête quelqu'un de suffisamment réfléchi, aguerri, qui nous connaît tous mieux que quiconque, qui connaît toutes les portions, tous les individus de notre pays mieux que quiconque, pour qu'ensemble on puisse évoluer dans cette barque autour de cet océan en plein bouleversement. C'est le seul pour l'instant, pour nous autres autorités traditionnelles, que nous trouvons. Alors, pendant que les évêques sonnent l'alarme, les chefs traditionnels, eux, chantent des louanges, drapés dans leurs atouts royaux, parés des colliers et des sceptres. Ils se présentent comme des gardiens des ancêtres, mais leurs incantations ont une étrange sonorité. Elles ressemblent à des discours de campagne. Autrefois, les chefs étaient des rois, des sages, des voix puissantes. Aujourd'hui, ils sont devenus les grands prêtres des pharaons, officiants des rites où le pouvoir est sacralisé et où l'ordre établi devient une loi divine. Ils disent que le Cameroun n'a qu'un seul chef, que son règne est une bénédiction, mais leur propre peuple les regarde en silence, le visage fermé. Que valent les ancêtres si ceux qui les invoquent ne sont que des courroies de transmission du régime? Là où les évêques dénoncent la misère, eux bénissent le pouvoir. Là où les évêques parlent de libération, eux parlent de continuité. Mais la question plane comme un vautour. Sont-ils encore des rois ou simplement des notables décoratifs, des marionnettes
doré, suspendu au fil des tout dit. Les chefs traditionnels ont la latitude d'apporter leur soutien aux candidats de leur choix. Le problème ne se pose pas. Mais alors, si ces chefs traditionnels s'étaient exprimés intuitu personnel, c'est-à-dire à titre personnel, le problème ne se poserait pas. Ils ont arboré leur casquette de chefs traditionnels pour apporter leur soutien à un candidat. C'est anticonstitutionnel. Vous avez le texte de la Constitution avec vous? Anticonstitutionnel? Très bien. Alors, cette attitude est non conforme à la Constitution. Je vais le démontrer. C'est pour ça que je vous ai dit que vraiment, notre arme fatale, c'est tout ce qui nous reste, le savoir scientifique. Voilà ce que dit la Constitution. Déjà, le chef traditionnel, c'est quoi? Le chef traditionnel est le garant des valeurs traditionnelles. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Hein? The custodian of Voilà, the people's c'est très cultures bien. and traditions. C'est très bien. C'est les gardiens du temple culturel. Voilà ce que dit la Constitution. À l'article 1er, alinéa 2, paragraphe 3, la République du Cameroun reconnaît et protège les valeurs traditionnelles. Ça veut donc dire qu'il faut faire très attention. Les chefferies traditionnelles ont un statut constitutionnel, personne ne vous le dira. Mais alors, cette articulation constitutionnelle est soumise à une condition que je vais évoquer. La République du Cameroun, disais-je, reconnaît et protège les valeurs traditionnelles, conformes aux valeurs traditionnelles, aux droits de l'homme et à la loi. Pour que dans les chefs traditionnels qui sont reconnus par la Constitution apportent leur soutien, il faut que leur action soit conforme à la démocratie. Ils n'ont pas à prendre position en faveur de Paul Biya en prétendant embarquer les populations qu'elles sont censées encadrer. Parce que là, on sort des principes démocratiques. Le principe démocratique, c'est lequel? Chacun est libre de voter pour le candidat de son choix. Les droits de l'homme, chacun a la liberté. Vous ne pouvez pas, avec votre casquette de chef traditionnel, embarquer les populations dans ce mouvement. Conforme à la loi. Où est la loi qui habilite les chefs traditionnels à apporter leur soutien au président de la République? Cette loi n'existe nulle part. Comme pour dire, sous le bénéfice de ce qu'il précède, il faut distinguer l'individu de la fonction de chef traditionnel. Or, lorsqu'ils se sont réunis, c'était avec la casquette de chef traditionnel. Ce glissement vers le politique est extrêmement dangereux parce qu'il n'est pas conforme ni aux principes démocratiques prescrits par la Constitution, ni à la loi, ni aux droits de l'homme. S'ils s'expriment à titre intuitu personnel, le problème ne se pose pas. Ils ont cette latitude. Par contre, que ce soit clairement entendu, lorsqu'on a excipé cette disposition de la Constitution, que les chefs traditionnels n'ont pas embarqué dans leur aventure et arborant leur casquette les populations qui demeurent libres de choisir qui elles veulent. Dans son palais, le dernier pharaon contemple son royaume. Le temps n'a pas d'emprise sur lui, ou du moins il refuse de le voir. Comme les anciens monarque d'Égypte, il ne descend que rarement vers son peuple. Il ne parle pas souvent. Et quand il le fait, c'est comme un oracle que l'on décrypte. Une parole figée dans la pierre. Autour de lui, ses grands prêtres veillent. Ministres, gouverneurs, généraux, tous se prosternent en murmurant des vœux de longévité comme des courtisans face à un dieu roi. La scène est un rituel, une cérémonie où le pouvoir se répète à l'infini comme une incantation magique qui empêcherait le temps de s'écouler. La chefferie aujourd'hui sert le pouvoir de Yaoundé. C'est tout à fait simple si vous voulez le savoir. Aïdjo avait une technique très simple. Même s'il y a une communauté chrétienne forte, animiste forte quelque part, le pouvoir traditionnel sera toujours tenu par un peuple. Vous allez par exemple prendre le cas, je prends seulement le cas de Dembo.
Dembo. C'est un arrondissement dans la région du Nord et dans le département du Diamaré particulièrement. Vous allez voir par exemple les Fali. Les Fali, ce n'est pas des Peuls. Les Fali, ce n'est pas des Peuls. Mais qui sont dirigés par exemple par des Lamido qui sont Peuls. Vous comprenez? Donc, pour tenir toutes les provinces du Nord, le pouvoir central politique avait opté de donner le pouvoir systématiquement aux Peuls. Quelle que soit la teneur sociale de la population. Et c'est ce qui permettait à Idjo et puis à Biya de tenir ces grandes régions. D'ailleurs, vous voyez que cela a eu tellement d'influence sur les mentalités que beaucoup de chrétiens et d'animistes ont même commencé à s'islamiser en se disant il faut devenir Peul par islamisation afin de pouvoir prétendre à espérer quelque chose de ces régimes. Votre président de l'Assemblée nationale, c'est un chrétien. Hein? C'est un chrétien, il n'a pas toujours été musulman. Aujourd'hui, les gens ont tellement oublié la jeunesse. Si vous demandez à un jeune si le président de l'Assemblée nationale est Peul, il va vous dire qu'il est Peul. Il n'est pas Peul, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Donc le problème de ce point, c'est justement cette peur qu'utilise le pouvoir de Yaoundé constamment pour pouvoir tenir. Donc, pour moi, moi, je ne suis pas surpris, mais je vais dire qu'en fait, je leur passe l'excuse de cela. Parce qu'on peut dire cela des chefs, comme on peut dire cela aussi de toute autre corporation dans la société, vous comprenez? Parce que ce pouvoir, il a rationalisé, il a rassé, il a raffiné la violence. Je dis toujours que Biya était plus violent qu'Aïdjo. C'est quand il partira que vous entendrez des choses. Biya était plus violent qu'Aïdjo, mais intelligemment violent. Il a raffiné la violence. C'est pour cela que vous voyez que des gens peuvent venir vous dire aujourd'hui que non, tout va bien, et pourtant, quand vous les regardez, vous sentez que ça ne va pas. La preuve, est-ce qu'on a besoin du MINAT pour se constituer dans notre association? Puisque c'est une association des chefs traditionnels. Vous comprenez? Moi, je peux comprendre que le ministre Famandongo, qui est un chef, il devait être là. Vous comprenez? Mais celui qui est venu là, MINAT, il n'est pas le patron des chefs traditionnels. Je suis désolé. Il n'est pas le patron des chefs traditionnels. Donc si les chefs doivent se constituer, c'est entre eux. À la rigueur, si l'État pensait qu'il doit leur envoyer, il pourrait leur envoyer un appui et les aider. Il le fait, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'ils venaient faire là? Et pour les amener dans une conclusion, dans une résolution de leur réunion, à terminer sur un paragraphe sur le soutien, une motion au président de la République. Qu'est-ce que cela a à voir avec ce que vous êtes censé faire, c'est-à-dire changer le premier d'entre vous qui est décédé? Vous comprenez? C'est comme si vous me dites aujourd'hui, et là l'église au moins a réussi quand même à ne pas se faire capter. L'église a été l'autre jour dans les parties anglophones, je crois, je parle sous votre contrôle pour une conférence. Ils ont sorti un communiqué. Mais le MINAT, pendant qu'on y est, aurait dû aussi y aller. Et puis au fond, dans le communiqué, introduit une motion de soutien de l'église au président Paul Biya. Vous comprenez? Donc ils sont sous le joug, nos chefs, comme tous les autres. Mais les signes sont là, et même les pyramides finissent toujours par s'effondrer. Les diplets du Cameroun s'accumulent, la soif et les coupures d'eau, les ténèbres de l'électricité, l'invasion des nids de poules, l'épidémie du chômage, les écoles sans banc, les hôpitaux mouroirs, la corruption et les détournements tentaculaires, l'oppression et la peur, l'exode des cerveaux, l'éternel règne du pharaon. Même les plus grands règnes se heurtent à la loi inoxydable du temps. Les évêques le savent, le peuple aussi. Seuls les chefs traditionnels semblent croire à l'éternité du trône. Ils continuent d'encenser le trône et disent que tout va bien, que le pharaon est immortel, que le royaume ne tombera jamais. Mais au loin, les murmures du peuple deviennent un grondement. Le pouvoir de Yaoundé s'est arrangé à ce que la chefferie dans le centre ne fonctionne pas. Rassurez-vous, il y a deux choses avec le centre. Pas de constitution de chefferie et le contrôle de l'église. Il sait que le centre est un lieu névralgique, une menace potentielle et, prégnante sur son pouvoir. Vous savez que Martin Bagbelinga est mort en 1966, c'était le dernier qui avait remplacé son père. Je parle sous le contrôle du chef. Sur la chefferie des Beneux. Wondo est Beneux ici. À Foulan, à chevet des Foulan, vous êtes ici. Bon, il y a une dame qui est allée là, je ne sais pas. Bon, après, ça fait pchit. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire la suite de la chefferie de Yaoundé? Il n'y a pas de suite, parce que Yaoundé n'en veut pas.
Les épisodes que vous avez vus chez Monseigneur Woking, ensuite Bakot, ensuite tout ce que vous avez suivi là, c'est le pouvoir de Yaoundé. Parce qu'il ne veut pas une constitution d'un pouvoir régent contraire au sien, à Yaoundé, parce qu'il sait que tout peut partir de Yaoundé. Et vous avez dit, une phrase sibylline, mais spirituelle. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Merci. Donc, je veux vous faire comprendre que les affaires de chefferie sont des affaires comme tous les autres au Cameroun, où justement il faut faire fi des sentiments ou des idiosyncrasies des individus qui tiennent la chefferie, parce qu'eux-mêmes ils sont aussi sous le coup de la peur comme tous les autres Camerounais. Le peuple écoute les évêques, il regarde les chefs traditionnels, il entend le pharaon, mais il ne dit rien. Son silence est plus effrayant qu'un cri. Il est un avertissement, un compte à rebours, un pressentiment. Il sait que l'heure approche, que les tambours de l'histoire battent de plus en plus fort. Ce peuple est fatigué, fatigué d'attendre un miracle qui ne vient pas, fatigué de se contenter des miettes, fatigué de survivre là où d'autres festoient. À quoi servent les bénédictions des pasteurs et des chefs si elles ne remplissent pas les marmites vides? À quoi sert un roi s'il ne voit plus son peuple? La soif est là, soif de changement, soif de vérité, soif de justice. Mais le pharaon écoute-t-il encore? Ou bien est-il enfermé dans son palais, croyant que le silence du peuple est un signe d'allégeance? Les évêques préviennent, les chefs traditionnels rassurent. Le pharaon ne bouge pas, mais l'histoire ne s'écrit pas avec les incantations. Le Cameroun s'avance vers l'élection de 2025 comme une caravane dans le désert, sous un soleil brûlant. L'horizon est incertain, l'eau est rare, les miracles sont nombreux, mais une chose est sûre, le vent souffle, il tourne autour des palais et s'infiltre dans les failles, il porte les murmures du pays. Et ce vent, nul ne sait encore s'il portera une prière ou une tempête. Le Cameroun est à un tournant, l'histoire a déjà tracé les premières lignes de son prochain chapitre. Reste à savoir qui tiendra la plume.